Petite, je me décrivais beaucoup comme une forme de télépathe psychique émotionnelle. C'est-à-dire que j'avais la capacité, en étant à côté des gens, d'entendre certaines pensées, mais en relation avec leur état émotionnel et pourquoi ils vivaient telle interaction de cette façon-là. Salut à tous et bienvenue, voici une nouvelle rencontre au cœur des soins holistiques avec une thérapeute holistique. Mais je voudrais commencer avant cela, avant de l'accueillir, par deux chiffres qui m'ont étonné. Enfin, en même temps, pas tant que ça, parce qu'on a bien compris qu'il y avait une nécessité aujourd'hui de se sentir bien, de se relaxer dans des activités. Deux chiffres, 15 millions, c'est le nombre de Français qui ont envie, évidemment, de pratiquer des activités de relaxation, comme le yoga, la méditation. Et puis, vous avez un quart, c'est le deuxième chiffre, un quart des Français qui ont déjà consulté un professionnel de santé holistique, dont un exemplaire, si je puis dire, une représentante est installée ici sur les canapés. Elle s'appelle Sarah Desmonen. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci d'avoir fait le déplacement. Chère consoeur. Avec plaisir, cher confrère. Parce que vous faites également des émissions oui, sur exactement. YouTube avec votre chaîne qui porte de votre nom. Alors, j'ai un peu, quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit, vous êtes un peu un couteau suisse de la santé holistique parce qu'il y a énormément de paramètres chez vous. Vous vous dites médium, coach, mentor, thérapeute. C'est-à-dire le panel est large. Il est large et chaque étiquette est assez spécifique en même temps. Ça fait plus de 10 ans en fait que j'exerce. Et la médiumnité, c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis toute petite. C'est un talent de naissance, tout comme le soin, le magnétisme que j'ai hérité de ma famille. Ouais. Et en grandissant, j'ai développé du coup d'autres compétences avec l'expérience et j'ai eu des formations également, des certifications qui m'ont permis du coup d'aller plus vers du coaching et qui aujourd'hui m'appelle énormément, surtout dans les temps actuels. Alors c'est drôle parce que vous dites sur la médiumnité, il y a beaucoup de gens qui ont du mal, notamment les médiums eux-mêmes, qui ont du mal à dire si c'est un talent, un don, une faculté, etc. Vous dites c'est un talent? Je trouve. Ouais. Un talent, un don. Je pense que c'est quelque chose qui se cultive. Et le talent, talent de médium, c'est pas dans le sens qu'il y a une hiérarchie. Il n'y a pas de meilleur ou de moins bon. Il y a juste des gens qui vont plus ou moins s'entraîner. Mais on a une perception, une émotivité qui fait qu'on va plus ou moins être en capacité d'aller en profondeur dans la lecture que j'appelle les lectures médiumniques en fait. On va voir votre parcours de vie évidemment. Le titre de cette émission, on a mis « Je veux apporter de l'espoir à l'être humain ». C'est ce que vous dites? Pas tout le temps, si je suis honnête, pas vraiment. C'est ce que vous avez dit en préparant l'émission d'ailleurs. En fait, non, c'est pas ce que vous l'avez écrit? Non, c'est pas ça que j'ai écrit. C'est pas ça que vous avez écrit? Du tout, j'ai écrit l'être humain, un challenge d'amour. Non, mais le titre, oui. Mais dans l'explication, vous oui, dites que dans votre parcours de vie, votre mission, quelque part, c'est d'apporter un peu d'espoir à l'être humain. Oui. C'est pas nécessairement le titre. J'ai cru que vous me non, parliez il n'y a du pas de titre, souci. non, il n'y a pas de souci. Mais c'est ce que vous aimeriez. Bien sûr. Pouvoir faire, j'imagine. Amener plus d'espoir, amener surtout plus de conscience, je dirais. Leur permettre de croire que le changement est possible en commençant par eux-mêmes. Et c'est pour ça que le développement personnel, je trouve qu'à l'heure actuelle, il est nécessaire pour beaucoup. Ce qui veut beaucoup dire et rien dire, développement personnel. Quelle est votre définition d'ailleurs du développement personnel? Le développement personnel, pour moi, c'est une connaissance de soi. C'est le fait d'être en capacité d'écouter qui l'on est, d'écouter nos fonctionnements, d'avoir une mise en lumière, d'être capable de se remettre en question pour pouvoir en fait en faire quelque chose. Pas rester sur des acquis, mais savoir se remettre en question et évoluer. J'aime beaucoup la philosophie de Socrate qui s'interroge beaucoup sur l'être et sur le cheminement. Et pour moi, quand je parle de développement personnel qui est essentiel aux êtres humains, c'est dans cette notion de mieux se connaître pour être plus en paix avec soi et donc avec l'autre par la même occasion par la suite. Alors, votre cursus est assez étonnant parce que, il y en a de plus en plus de gens qui bifurquent à un moment donné de leur vie parce que vous avez un cursus scientifique. Oui, de base. De base. Vous êtes allé sur les bancs de la médecine, si je puis dire, et puis à un moment donné, vous vous dites non, ça va pas être possible. Pourquoi? Effectivement. J'ai fait 2 ans de médecine, j'étais à Toulouse, à Paul Sabatier, et ce n'était pas pour moi. À la base, je voulais faire kiné pour derrière faire mes pratiques de magnétiseuse en plus, et de médium en parallèle. Et j'ai pas en fait apprécié certains cadres ou certaines notions, notamment une notion économique. J'ai pris
en première année, par exemple, les différentes modules, la pharmacie, le côté dentaire, etc. Et il y a des choses qui me sont apparues comme manquants. C'est-à-dire qu'on traite le patient effectivement comme un cas clinique, ce qui est vrai, il y a besoin, la médecine c'est de ça. Mais l'aspect holistique, justement, je trouve, est manquant. Pour moi, on peut traiter effectivement un organe, mais la personne peut se refaire mal, c'est toujours ces mêmes causes ou causalités qui la rongent ou qui lui posent problème. On voit que beaucoup de personnes, à cause du stress, par exemple, se font de graves pathologies, que ce soit des cancers, des inflammations, donc diverses et variées. Et donc, vous allez rester quand même 2 ans sur les bancs de la fac. Et puis, un jour, vous vous dites non. Non, effectivement, c'est pas pour moi. J'arrête. Et quand on connaît la difficulté pour rentrer, ne serait-ce qu'en première année de fac et passer ce cap de la première année de médecine, Ouais. vous le passez, vous arrivez en deuxième année et vous dites non, je ne continue pas. Non, j'ai pas passé la deuxième année. J'ai fait 2 fois une première Vous avez année fait pour 2 être fois une sûre. première année. Pour être sûre, et la deuxième fois, je me suis dit non. Bon. Alors, on va voir un peu, bien évidemment, votre parcours de vie, ce que vous préconisez, les sessions de coaching que vous faites, les soins holistiques, psychospirituels. Donc, vous intervenez sur le corps, Oui. sur l'âme, La psyché, l'esprit, ouais, la psyché. ce que j'appelle la psyché, Ouais. l'énergétique, les méridiens, la circulation du chi, et l'équilibre émotionnel. Est-ce que vous avez mis en place votre méthode? Oui. Votre approche? Comment est-ce qu'on pourrait la décrire et l'expliquer? Si je dois la résumer en quelques mots, je dirais que je la personnifie déjà à la problématique de la personne. Ce n'est pas justement ce côté cliché que j'ai pu retrouver en médecine où c'est un mal, il y a la même application pour tout le monde. Là, c'est plus être dans l'écoute déjà de ce que la personne vit et comment elle le vit. Partant de là, je commence ma session par un échange, une petite anamnèse où on fait le point sur son historique et surtout sur ce pourquoi elle vient aujourd'hui, c'est-à-dire quel est son objectif de vie. Parce qu'on parle beaucoup du négatif en général et je compte amener justement la personne à porter un nouveau regard. Le passé est passé, il peut être aussi traumatisant qu'il soit, il peut amener un grand changement dans la vie et pour demain. Donc dans la séance, je commence cette phase d'anamnèse. Ensuite, on a cet espace de coaching, on remet les points, on remet des objectifs. Et après, en suivant, soit il y a besoin de lecture médiumnique, de permettre à la personne d'aller lui chercher des petites choses au niveau de son inconscient, de l'aiguiller, de lui permettre du coup de mettre en lumière certaines choses qu'elle sait mais qu'elle n'avait pas réussi à valider ou qu'elle voit douter. Et après, il y a l'aspect soin. C'est-à-dire que là, sur son corps, je vais aller toucher donc des méridiens, des points de jonction, des plexus nerveux. Donc là, les cours de médecine m'ont bien aidé aussi pour remettre en circulation ce qui est bloqué. C'est une vraie valeur ajoutée, le fait d'avoir fait quand même médecine. Oui. Hein. Oui, totalement. Comme à l'inverse, c'est une vraie valeur ajoutée que d'avoir des facultés médiumniques pour accompagner physiquement et psychologiquement. Totalement. Ça fait gagner du temps. J'ai beaucoup de personnes qui me disent je suis allée voir donc tel et tel praticien et en une séance, ça vient synthétiser des fois des années de psychanalyse parce qu'on va à la source. Et les gens que j'accompagne généralement se sentent écoutés et surtout ils se sentent en capacité de prendre une vie soit différente, soit de la reprendre là où il avait arrêté. Et ça, je trouve que c'est bien. Vous parliez de votre famille, effectivement, vous avez évoqué, je crois que c'est votre tante, non? C'est ça? Oui. C'est votre tante qui vous a donné cette ce protocole ou ce don de magnétisme? Alors, ma tante avait la capacité de magnétisme. Elle est morte, j'étais toute petite, elle avait atteinte d'une leucémie. Et ma grand-mère m'a montré qu'elle avait magnétisé effectivement des objets, des fruits, donc qui étaient très durs, de la viande, des choses comme ça, qui étaient encore conservées. Et je me suis dit, tiens, et si j'ai essayé? Parce que je sentais que mes mains chauffaient, donc j'ai voulu en faire quelque chose. Donc j'ai expérimenté. Et ça a donné de très bons résultats. Et petit à petit, après, je me suis entraînée sur des plantes. J'avais des animaux, Aussi? les amis. Ouais. Et c'était super. Mais dès l'âge de 8 ans? Oui, très tôt. Vous saviez que vous vouliez faire ça? Oui, très très tôt. Petite, je me décrivais beaucoup comme une forme de télépathe psychique émotionnelle. C'est-à-dire que j'avais la capacité, en étant à côté des gens, d'entendre certaines pensées, mais en relation avec leur état émotionnel et pourquoi ils vivaient telle interaction de cette façon-là. Ça, c'est super flippant quand on est pote avec Sarah, quand même. Vous imaginez, vous êtes en train de prendre un pot tranquillement dans une soirée et elle est assise à côté de vous, vous vous dites, tu sais quoi, elle est télépathe, elle va juste savoir ce que je pense. Je plaisante, mais... C'est pour ça que j'ai mis des codes. C'est pour ça que... J'ai mis des codes. Ah, ok. C'est bien. J'ai mis des systèmes de verrouillage. Mais quand on est petit, on a tout qui vient
et on ne sait pas maîtriser. Donc bien sûr, c'est pour ça que je disais, ça se travaille, c'est quelque chose qui se performe dans le temps. Et quand on sait le maîtriser, c'est une belle ressource. Et il y en a plein qui me demandent, l'hypersensibilité, est-ce que c'est un cadeau ou un poison? Et je trouve que c'est un gros cadeau. Mais il faut savoir effectivement Alors ça, c'est intéressant parce que le développer. Beaucoup considèrent ça comme un fardeau. Ouais. Mais moi, je suis hypersensible, donc c'est très compliqué. Je suis un buvard, j'absorbe tout, etc. Vous prenez ça comme quelque chose de positif? Oui. Sur ma chaîne, je dis souvent, j'ai un petit côté kamikaze peut-être, dans le sens que même si ça fait mal, parce que je vais sentir l'expérience, je vais quand même aller voir, comprendre et maturer. Parce que la douleur, elle fait peur, la souffrance, elle fait peur chez l'être humain. Et généralement, ça vient toucher des traumatismes, ça vient toucher des blessures profondes. Et en fait, se familiariser et se dire, non, on va pas en mourir. Il n'y a rien de grave, en fait. Oui, ça va toucher, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Et c'est surtout ça, notre état d'esprit, notre mindset, la façon dont on va réagir à une situation qui va nous permettre de croître ou de nous adapter, ça va être révélateur de notre fonctionnement. Et je suis persuadée qu'en fait, oui, effectivement, on peut être hypersensible et en même temps vivre de très belles expériences. Et que ça demande effectivement des fois du courage, la peur de se planter, la peur de l'échec, le syndrome de l'imposteur. Mais une fois qu'on commence en fait à prendre une habitude et qu'on a une pratique, eh bien notre confiance en nous, elle croît tout simplement. Et donc on peut oser faire plus de choses. Et vous savez qu'il y a des gens qui sont en pleine souffrance avec cette hypersensibilité-là. Ouais. J'en accompagne beaucoup. Chez les femmes, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui souffraient d'un manque donc d'estime et de confiance, qui crée du coup cette notion d'hypersensibilité. Est-ce que je vais plaire? Est-ce que je ne vais pas plaire? Qui suis-je? Et je les accompagne à retrouver effectivement cette confiance. Chez les hommes, et dernièrement, j'en ai énormément qui viennent, beaucoup plus que les autres années. Donc c'est très drôle. Et comment vous l'expliquez ça? Une envie de changement et une envie d'être mieux respecté, de mieux de se respecter également. Me respecter par les autres. Et chez eux, c'est cette notion de savoir-vivre qui me demande de beaucoup travailler. C'est-à-dire qu'en fait, ils jouent souvent un rôle, le rôle du mari, le rôle du professionnel. Mais qui ils sont, ils ont de la difficulté à le poser. Donc il y a vraiment ces aspects, aujourd'hui en 2024, que je remarque, entre la femme qui a besoin vraiment de trouver sa confiance pour rayonner et entreprendre de nouvelles choses, et en même temps l'homme qui a une difficulté à du coup sortir du carcan qu'on lui a imposé. Et j'ai bon espoir. C'est-à-dire, en fait, chez les hommes, laisser parler un petit peu son côté féminin? Je pense que c'est même pas une question de féminin, c'est une question vraiment de qu'est-ce que l'on veut vraiment dans la vie, qui l'on veut l'être et comment on l'incarne. C'est surtout ça. Je dis souvent qu'on est 3 personnes en même temps. On est celle que l'on croit être, on est celle que l'on ne veut pas être et on est celle que l'on est. Celle que l'on est, elle est tout derrière, entre les deux, toujours. Et si on arrive à savoir le rôle que l'on joue, qu'on aimerait être, je prends les images des super-héros quand on est enfant, il y a des fois un petit archétype comme ça qui reste, et en même temps, ce que l'on ne veut pas être, des fois, on le côtoie aussi. Donc, trouver cet équilibre, ça permet en fait de trouver une nouvelle dynamique et d'être soi. Et dans les gens qui viennent me voir, il peut y avoir des gens qui sont des salariés, comme des PDG, il y a différentes personnes. Et généralement, ils me disent, en fait, ça fait du bien, ça pose. On revient à l'instant présent. Et on entend souvent parler de l'instant présent dans le développement personnel. Et je pense qu'il n'y a qu'en étant en paix, justement, qu'on peut s'accorder cet instant présent et du coup se rencontrer. Est-ce que vous avez été une fois dans votre vie, les 3 à la fois, les 3 positionnements dont vous parliez là? Ce que j'aimerais être, ce que je suis? Oui. Au tout début, par exemple, quand je voudrais être, je voulais être dans le rôle de la thérapeute, donc j'étais trop aseptisée. C'est-à-dire que j'avais trop le syndrome de la blouse blanche. En plus, en ayant fait médecine, je voulais que tout soit carré, je voulais que tout soit bien. Donc, en fait, je jouais un rôle qui n'était pas moi, mais qui est un rôle que les gens attendaient de l'icône du thérapeute ou du praticien. Dans la personne que je veux pas être, j'ai frôlé vraiment, à un moment donné, l'ego spirituel, clairement. Ah oui? Ouais. Je l'ai frôlé lors de séminaires que je donnais. Et les gens me posaient des questions. Donc, je partageais. Mais à un moment donné, je me suis sentie et entendue répondre plus vite que leurs questions. Et ne pas les écouter pleinement. Donc là, j'aurais dit, écoutez, là, je suis en train de filer du mauvais coton. C'est pas la peine. Je reprends du temps là pour moi. Je vous laisse réfléchir à vos questions, mais je me retire. Et ça m'a permis, en fait, de sentir cette texture. Et aujourd'hui, je pense que notre être, il évolue chaque jour. On dit que notre qui suis-je, en fait, qui on est, c'est la grande question un peu philosophique et existentielle. Pour moi, il évolue au fur et à mesure. Donc, c'est pas parce qu'on a été timide à une période qu'on ne peut pas être courageux plus tard. Et il évolue en fonction de nos expériences. C'est pour ça que j'invite beaucoup les gens à aller à l'expérience, à avoir de l'audace, à avoir de l'oser être pour se redécouvrir. C'est joli ça, l'oser être. L'oser être, ouais.
Ah, l'oser être. Oui. Ah oui, ok, d'accord, j'ai compris l'oser être. Je me suis dit, tiens, oui, l'oser être. Ouais, c'est ça. Vous avez parlé de l'ego spirituel. Oui. Comment quelle définition on peut donner à l'ego spirituel? Je suis convaincu que des tas de gens qui nous écoutent sont dans un ego spirituel et soit ne l'admettent pas, ou ne veulent pas l'admettre, ou ne s'en rendent pas compte. Qu'est-ce que l'ego spirituel? À force d'expérience, moi-même, de l'avoir bien frôlé, on va dire, j'ai mon petit radar, j'ai le pif pour le sentir. Généralement, c'est des personnes qui veulent en faire plus que ce que l'on demande et qui ne prennent plus le temps d'écouter réellement ce qui se passe autour. Et qui prennent leurs acquis, c'est-à-dire leurs certitudes, comme des convictions. Et je dis, il faut mieux avoir des convictions que des certitudes, dans le sens qu'une conviction, elle peut évoluer. Une certitude, on est fermé, on est un peu plus obtus. Et quand on n'a plus cette phase de réflexion et aussi cette notion qu'on a le droit de se tromper, on a le droit de décevoir, on a le droit de ne pas être parfait, mais en fait, on aura tendance à être déjà dans l'ego. Et après, l'ego spirituel, c'est prétendre des capacités, prétendre des fonctions et surtout aller chercher le superbe ou le mystique pour éblouir un petit peu la galerie. Il y a aussi de cet aspect-là. Moi, les questions qu'on me posait, c'était vraiment dans la spiritualité au début. Donc, voilà. Je me suis bien freinée, je m'en suis rendu compte sur ce stage-là. Et depuis, c'est vrai que j'ai plutôt à cœur d'accompagner les gens sur leur propre conscience, même si je capte plein de choses. Je préfère les aider eux-mêmes à être autonomes dans leur réalisation. Je suis assez fasciné par cette faculté de prendre conscience qu'à un moment donné, on dérive un peu, comme vous l'avez fait, en disant « Oh là là, attention, là, tu tombes dans l'ego spirituel ». C'est puissant d'en prendre conscience. C'est souvent des remarques qui nous viennent de l'extérieur, de l'entourage, ou de gens qui disent « Attends, tu te rends pas compte que tu es en train de vriller là, et que tu prends pas le bon chemin ». Vous avez fait cette auto-analyse. Oui, j'ai fait cette auto-analyse parce que je m'écoute beaucoup avec cette hypersensibilité. Et il faut pas avoir peur, je dirais, pour les gens qui écoutent, de l'hypersensibilité. C'est pas ça qui va nous définir non plus uniquement. Mais chaque chose qu'on va percevoir de nous, ça va être toujours sous forme de prisme. C'est à l'instant T. On va se percevoir ainsi tel jour, un peu plus comme ça un autre jour. Et on évolue au fil du temps. Et c'est notre maturité émotionnelle. Et je dirais même notre maturité spirituelle, énergétique, émotionnelle, enfin, tout ce qui s'ensuit pour nous permettre de nous recalibrer à chaque fois. Et l'écho du monde est important. Ça ne veut pas dire que l'autre aura plus raison que nous, moins raison que nous, mais il va nous porter un message de toute façon. Après, c'est savoir comment on gère notre émotionnel, comment on peut se permettre d'être apaisé, d'être dans une forme de lâcher prise et surtout d'ouverture à une nouvelle personne qu'on peut être. Mais la zone de confort, les gens aiment bien aussi. Quelle a été justement cette zone de confort que vous avez déstabilisée pour le truc le plus improbable que vous ayez eu l'occasion de faire pour sortir de votre zone de confort, justement? Je réfléchis. Zone de confort par rapport à l'ego spirituel ou par rapport à autre chose? En règle générale. Zone de confort, moi, je dirais qu'en fait, j'en ai jamais trop eu. Je suis quelqu'un qui quand même va se confronter facilement. Là, par exemple, je suis plutôt nomade, c'est-à-dire que je travaille dans différentes villes, je bouge tout le temps, je parle pas anglais, mais je suis partie en Angleterre. En fait, je vais oser affronter mes peurs. Je vais oser aller chercher l'expérience parce que j'ai un objectif, parce qu'il y a aussi le sensitif qui fait. Donc, je dirais que la zone de confort, je dirais que c'est justement pas prendre le changement ou le fait de changer tout le temps comme une zone de confort. Et encore là-dessus, je dirais que c'est de la tempérance surtout qu'il faut pouvoir cultiver. Est-ce que vous avez le sentiment, Sarah, qu'il est nécessaire pour un bon épanouissement de l'être que nous sommes, de sortir de sa zone de confort? Est-ce que c'est une obligation que de sortir de sa zone de confort dans sa vie? Ouais, je pense que la vie, de toute façon, comme une plante, elle doit croître. La vie, c'est de l'expansion. Donc, on est obligé à un moment donné de sortir de cette zone, mais ça ne veut pas dire la radicaliser. C'est-à-dire que comme une graine qui sort une plante qui sort de la graine, sa cosse, en fait, elle va germer. Mais la base est toujours là. On a toujours des éléments de notre zone de confort qui font notre référentiel, en fait. Et ce référentiel-là, par contre, il évolue. Et c'est ça qui nous permet, du coup, d'agrandir. Je dis souvent, une zone de confort, c'est comme un noyau. On va juste l'élargir. On va pas le perdre, on va l'élargir. Et après, il va un peu disparaître. C'est comme si vous aviez un banc de boules uniquement rouge, et tout à coup, vous en mettez des bleus, des jaunes, des vertes. À un moment donné, vous aurez plus de mal à trouver les rouges, mais elles sont toujours là en quantité. Et pour moi, sortir de sa zone de confort, c'est s'autoriser une nouvelle expérience, mais on ne va pas perdre sa valeur. Et beaucoup de personnes, aujourd'hui, ont peur de se perdre, peur de plus être eux-mêmes, d'où cette problématique de confiance, de légitimité à exister. Et ça crée des fois des problèmes de communication, des problèmes d'interaction, ce qui est dommage, même si ça fait partie de l'être humain et du challenge, je dirais, de la vie.
j'ai effectivement bon espoir que l'être humain puisse arriver à aller dans d'autres sphères et surtout avec beaucoup plus d'amour pour lui. Là, on parlait de magnétisme, on parlait de coaching, on parlait de médiumnité, il y a du mentorat. Oui. Le mentorat permet justement de sortir de cette zone de confort dont vous parlez? Alors le mentorat, c'est quelque chose que j'ai créé. J'ai créé un mentorat qui se base sur tout ce que j'ai vécu. Donc, depuis petite, sur des expériences, des prises de conscience, des réflexions qui permettent en fait d'aller alchimiser l'expérience humaine ou les rencontres en leçons de vie. Dans le sens que, effectivement, on vit quelque chose, on va le prendre comme une blessure. Je préparais des 5 blessures, notamment de Lise Bourbeau, qui sont bien connues. Mmh. Si on souffre d'abandon, ok, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et en fait, dans ce mentorat, j'explique à chaque personne les moyens qu'ils peuvent avoir quand ils vivent une émotion, comment la transcender, qu'est-ce qui se passe réellement, et en même temps leur donner un petit jeu technique. Je parle beaucoup des couleurs, des éléments pour les faire jouer, c'est important aussi. Mais ce mentorat aide pas mal les gens. Les gens qui l'ont suivi là jusqu'alors m'ont dit qu'ils avaient eu beaucoup de changements dans leur vie et surtout qu'ils ont une façon de voir le monde autrement. Alors, je suis obligé de me faire un peu l'avocat du diable Bien à chaque sûr, fois et avec de repousser un peu les gens dans leur, de pousser les gens dans leur retranchement parce que vous êtes jeune. Oui. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire quelle légitimité vous pouvez avoir sur l'expérience de la vie, sachant que votre vie ne fait que commencer parce que, par définition, vous êtes jeune. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. On risque d'avoir ce genre de commentaires ou de réflexions. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ils ont entièrement raison. Franchement, ils ont entièrement raison. Je les invite à douter. Non, parce que quand on parle de mentorat, pardon, je vous coupe ça, mais quand on parle de mentorat, mentor, c'est quand même, vous voyez, le mot est fort. Bien sûr. Donc, on pourrait se dire, quelle légitimité elle peut avoir, elle est toute jeune, donc elle n'a pas le recul nécessaire sur la vie pour dire, voilà, la vie, effectivement, c'est ça, ou la vie, c'est ceci, ou la vie, il faut l'appréhender de cette manière-là, ou il faut oser sortir de sa zone de confort, etc., etc. Qu'est-ce que vous répondez aux détracteurs de ce genre-là? Déjà, s'ils veulent m'appeler, on peut échanger, il n'y a pas de souci. Non, je vais répondre avec grand plaisir. Ce mentorat, il n'est pas parfait, dans le sens que j'ai pas la vérité absolue, et c'est normal. J'ai encore beaucoup de choses et il va évoluer. Déjà, depuis que je l'ai lancé, j'ai rajouté du contenu. Le but, c'est qu'il évolue aussi en même temps que moi, en même temps que mon expérience. Ensuite, dans ma vie, j'ai une vie extrêmement riche, on va dire surtout en négatif. Sur la première partie, oui, j'ai été une enfant qui a été battue, qui a été, on va dire, un peu comme séquestrée, violée. Voilà, j'ai eu plein de choses. Ouais. J'ai été mise à la rue. Je me suis construite seule, enfin, au niveau de l'entreprise, à mes 21 ans quand je l'ai lancée. Et mes parents, ma famille ne savaient pas que j'avais des dons quand je me suis lancée. Donc, en fait, je suis partie absolument de rien. J'ai connu le plus bas et j'en suis là aujourd'hui. Donc, tout le cheminement de résilience, de tempérance, d'écoute, je le connais bien. Et surtout que la capacité à entendre ce que les gens vivent. C'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un et que vous entendez déjà qu'il a un aspect négatif de vous, ça c'était surtout avant, mais vous savez aussi comment adapter votre posture et savoir que l'autre a le droit aussi d'avoir cette vérité-là. Et que le mentorat qui est créé, qui est proposé aujourd'hui, c'est vraiment des clés que j'ai moi-même expérimentées plein de fois. C'est pas j'ai fait un truc, je vais le prendre, je vais le vendre. Non, non, ça se fait beaucoup justement. Il y a beaucoup de praticiens qui se lancent, surtout de post-Covid, qui n'ont pas trop d'expérience ou de bagage et qui se lancent sans réellement connaître le fondement. On parle beaucoup des fois de chiffre d'affaires même, on parle beaucoup de faire des milliers en quelques mois. Pour moi, c'est pas ça l'enjeu. Si on est dans la thérapie ou dans l'accompagnement, c'est avant tout qu'on a le sens et le souci du bien-être de l'autre, le souci de l'évolution de l'autre. Et là, les clés que j'ai posées, c'est vraiment des clés déjà de base qui vont permettre aux gens d'évoluer. Et ce mentorat, le but, après, ça va être qu'il évolue en académie et de permettre à d'autres personnes qui sont experts dans leur domaine de le rejoindre et de proposer aussi, s'ils veulent, des thématiques, des modules, des choses comme ça pour l'enrichir. D'où le fait qu'en fait, il n'est pas parfait et je pense que l'être humain est voué à être imparfait. Ceci dit, celui qui arrive en haut et fort, en briguant le fait de dire, voilà, mon académie ou mon mentorat est parfait. On parle d'égo spirituel. Déjà, on est dans l'ego spirituel, ouais, absolument. Human réalisation. Ouais. Hein, c'est comme ça que vous avez appelé votre académie. Ouais. Voilà. Exactement. Et évidemment, on vous mettra tous les liens autour de la vidéo pour que vous puissiez rentrer en contact avec Sarah. Je disais tout à l'heure que vous étiez sur YouTube. Il y a la chaîne qui porte votre nom. Oui. Vous y faites des petites émissions. Alors, le but, c'était quoi? C'était de vous faire connaître? C'était de partager un message? C'était d'affirmer une expertise? C'était quoi? Alors, le but de de la visibilité? chaîne... Mais même pas.
Je vais peut-être vous surprendre, C'est même vrai? pas. Ouais. En fait, il y a plusieurs années, j'ai créé ma chaîne, je crois, en 2016-2017 sur YouTube. Et j'adorais me faire à moi des méditations. Je m'auto-enregistrais. C'est-à-dire que je me partais en méditation, je les récitais et je les ai mises sur YouTube. À la base, c'est juste ça. Ok. Et les gens m'en ont demandé d'autres, donc j'en ai fait pas mal. Et puis, j'ai collaboré avec d'autres personnes sur des sujets live de développement personnel. Je me dis, ah ouais, j'aimerais bien aussi partager ça, mais avec la communauté qui me suit. Et là, au sein de cette chaîne, on retrouve des méditations, on retrouve différents témoignages. On retrouve aussi, on va dire, une petite émission à l'intérieur qui s'appelle Conscience Nomade. Et Conscience Nomade, c'est justement la conscience qui évolue, qui est nomade, qui s'enrichit du monde et des personnes, donc des rencontres, des échanges. Et voilà, donc l'émission est là pour simplement passer un bon moment, s'enrichir les uns les autres, amener des points de vue qui peuvent être différents. Je suis assez avant-gardiste dans le sens que on me donne un point là, on me dit oui, il y a ça et ça comme vérité. Moi, je vais aller le voir à 360 degrés avec toutes les épines autour pour voir tous les petits angles, toutes les dimensions du projet. J'ai un esprit un peu chirurgical et encore médical, on va dire. Ouais, il reste encore quelques Ouais, séquelles. quand même, quand même. Un reliquat, comme on dit. Exactement. Moi, je suis assez stupéfait d'abord de votre résilience, parce que votre parcours de vie, vous l'avez évoqué il y a quelques instants, est assez imposant. Je suis assez stupéfait de votre maturité aussi, dans le sens où je trouve que vous expliquez bien les choses, qu'il y a beaucoup de pédagogie dans la manière dont vous exprimez. Comment est-ce que vous avez réussi, parce que vous étiez plutôt mal parti dans votre première partie de vie. Oui. Comment est-ce que vous avez réussi, parce que ça, c'est aussi quelque chose de très important pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. C'est pas que de la résilience, c'est le fait de se dire aussi, bon voilà, je vais rebondir et je vais faire quelque chose de ma vie. Qu'est-ce qui vous a permis à un moment donné de faire ça et d'être là où vous en êtes aujourd'hui? Il y a eu plusieurs choses. Si je suis honnête, c'est pas une chose, je pense pas qu'il puisse y avoir qu'un élément qui permette un changement, c'est un amas de plein de petites choses. Il y a le lâcher prise, déjà. Je dirais c'est l'acceptation. Ah ouais. Ça m'insupporte. C'est bien le lâcher Vous savez ce prise. qu'il y a aussi, pardon, je vous coupe, il y a une intervenante qui m'a dit un jour, moi je déteste le mot lâcher prise, je dis lâcher du lest. Parce que lâcher prise, on a le sentiment qu'il y a une prise, par définition, qu'on s'accroche, et que si on lâche, on tombe. Alors que si vous lâchez du lest, vous lâchez par petite dose. Elle est pas bonne celle-là? Elle est pas mal. Moi, je vais vous donner une autre version du lâcher prise. Allez-y, allez-y. Je dis aux gens, lâcher prise, c'est quoi? C'est mettre les doigts dans une prise électrique. Quand vous retirez le courant électrique, c'est-à-dire le stress, puisque l'électricité, quand même, au niveau des neurones, c'est médical, hein. Au niveau des neurones et du système nerveux, c'est du stress, c'est des angoisses, c'est notre système sympathique qui s'active. Donc, lâcher prise, ça veut dire juste arrêter de surchauffer le système neuronal, arrêter d'être focusé sur la problématique actuelle pour respirer autrement. Alors, il y a une différence entre lâcher prise et détachement émotionnel. Les deux se rejoignent. Mais dans le lâcher prise, il y a ce fait de, OK, la prise, elle est là, je lâche les doigts, elle est là. Il y a toujours l'électricité dedans, j'ai pas besoin d'aller me faire mal. OK, comment est-ce que je peux faire maintenant par rapport à cette électricité? Qu'est-ce que je peux brancher dessus pour que ça soit utile et que ça me serve? Donc, faire de cette problématique ou de cette situation quelque chose qui va permettre du coup d'avancer. Donc, j'associe beaucoup le lâcher prise à la notion d'électricité. Ça, c'est des petites notions, vous voyez, quand j'ai mis dans mon mentorat pour leur donner des petites ouvertures ou des petits regards complémentaires. Parce qu'effectivement, si on dit aux gens de lâcher prise, il y a une falaise tombée, c'est instinctif, on ne va pas le faire. Mais oui. On ne peut pas, on ne va pas se mettre en danger. Et en même temps, c'est très abstrait, le lâcher prise. Et c'est très abstrait. Qu'est-ce que ça veut dire, lâcher prise? Ok, lâcher prise, ok, j'ai compris, mais lâcher prise, ok, je commence par quoi? Exactement. Quelle est la... Voilà. C'est comme l'attention. Fais attention. Oui, mais à quoi? Les enfants qui ont cette phrase-là, on entend encore beaucoup, oui, fais attention, oui, mais à quoi? Donc, votre évolution, la première chose, c'était le lâcher prise. Oui, accepter le lâcher prise, c'est-à-dire reconnaître la situation telle qu'elle est, être dans une phase d'acceptation, même si je n'étais pas forcément en accord avec le fait de vivre certaines choses, d'être dans la phase d'acceptation de la situation, c'est-à-dire je reconnais que je ne peux pas le changer, qu'il y a un contexte environnemental qui est ainsi, et partant de là, ok, qu'est-ce que j'en fais? Ok, qu'est-ce que j'en fais? Donc il y a cette question qui vient, mais qu'est-ce que je ressens? Et là, il y a du coup l'aspect du détachement émotionnel. C'est-à-dire, OK, comment est-ce que je me sens? Est-ce que je me sens en insécurité? Est-ce que je me sens prise au piège? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va me faire du mal? Est-ce que je risque la mort? Parce que j'ai été menacée de mort par un parent constamment. Enfin, j'ai vraiment été... j'avais eu une enfance quand même très dure, c'est quand même très dur. Et il y avait cette notion de,
ok, détachement et tout ça, est-ce que je risque la mort ou pas? Est-ce que je suis en mécanisme de survie ou pas? Sinon, si je ne lâche pas prise et si je n'arrive pas à lâcher émotionnellement, est-ce qu'il y a autre chose qui rentre en jeu? C'est-à-dire, est-ce que le regard des autres, par exemple, porte trop de poids dans ma réalité? Donc, c'est faire une analyse, en fait. C'est une analyse philosophique aussi. Ça, il faut beaucoup de maturité pour faire Ouais. ça. Et vous l'avez fait très tôt, qui plus est. Mais je pense que je n'ai pas eu le choix Oui, de c'est ça, de c'est une ce question de contexte. survie. Voilà. Ouais. Je pense que ça m'a énormément aidée, énormément, parce que du coup, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui aussi grâce à ça. Et les rencontres que j'ai faites aussi, puisqu'il fallait pas en parler, il fallait rien dire, donc je n'en ai jamais vraiment parlé plus que ça, parce que j'en fais là aujourd'hui. Pour moi, je vais pas dire c'est à cause de ça ou c'est grâce vraiment uniquement à ça, mais c'est aussi, il y a des éléments, comme je dis, on est sur Terre, on a des cartes en main, on voit ce qu'on en fait. Et j'invite chaque personne à voir plus ce qu'ils ont, donc de positif que de négatif. C'est pour ça que travailler le mindset et l'esprit positif est important. Et surtout, c'est pas parce qu'il n'y a pas, par exemple, je sais pas, une tasse qui manque dans le placard que du coup, il y a quelque chose qui va s'effondrer. Non, ça va, tout va bien. Et c'est voir pourquoi est-ce que ça stresse et surtout, au-delà de ce stress de la barrière ou de la problématique, quel était l'objectif de base? Si notre objectif de base, je sais pas, c'était d'aller à la piscine et qu'en fait, on n'a pas pris le bon bonnet de bain, est-ce que réellement ça va nous en empêcher? C'est vraiment ramener en fait un pragmatisme, en fait, une rationalité et permettre aux gens de retrouver leur acquis. On va dire aussi c'est fun, on va surfer sur la vague. J'associe beaucoup la vie à du surf, apprendre à surfer. Là, en l'occurrence, le bonnet de bain est obligatoire à la piscine. Donc, ouais. Donc vous ne pourrez pas le... Oui. C'était une blague. Alors oui, c'est vrai que ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on voit de quelle manière, d'abord, vous avez cheminé, vous avez grandi, vous vous êtes construite et vous avez effectivement votre expertise. Je disais médium, coach, mentor, thérapeute holistique. Je sais qu'en France, on aime bien les étiquettes et on aime bien caser les gens, comme on dit. Vous vibrez plus quoi? Aujourd'hui, je dirais coach. Coach parce que ça mène à un accompagnement, c'est ce que je fais. Et aujourd'hui, sur cette année, j'ai fait fusionner en fait toutes mes prestations, à part l'académie, le mentorat, en une seule. En fait, les gens prennent du temps avec moi et je les aide avec les outils en fonction de leurs problématiques. Ils prennent plus à la prestation, soit avant c'était soit de la médiumnité, soit de la thérapie. Donc là maintenant, je les accompagne en totalité, ça me fait encore plus de bien et j'en suis en capacité. Avant, j'avais besoin vraiment d'être dans une phase où j'avais un cadre pour moi-même avant tout, de définition pour la médiumnité, de définition pour le soin. Et là, maintenant, je sais que je suis beaucoup plus expérimentée pour aller capter les besoins de chacun et surtout de manière pertinente et efficace. Ouais, c'est ça. En fait, vous adaptez en fonction de la personne que vous avez en face de vous, Exactement. ce dont elle a besoin. Ah bah tiens, c'est peut-être un peu plus de un peu plus de ceci, un peu plus de cela, un peu plus. Exactement. Des fois, le mental cogite tellement qu'en fait, si la personne n'a pas un éclairage sur ce qu'elle vit, elle va pas lâcher. Donc, on parle de se lâcher prise. Effectivement, elle a besoin là pour le coup d'être dans soit un peu de coaching, soit de la lecture médiumnique qui va lui faire gagner du temps ou une compréhension d'elle-même profonde. Donc, généralement, je commence par ça. Si la personne, par exemple, s'est cassée la cheville et qu'elle s'est mal cicatrisé, qu'elle a mal, je vais peut-être faire plus de soins, effectivement, pour la soulager et lui donner des conseils, par contre, pour réhabiliter au niveau de son pied, pour la musculation, etc. Donc, je pense que plus de toute façon on continue de se former, j'encourage aussi les praticiens à se former, à aller dans l'expérience, même la découverte, même si c'est pas pour exercer la pratique en elle-même, mais avoir des outils, une compréhension du corps humain. Et je pense que l'anatomie, par contre, est importante pour comprendre le corps. Vous voyez, je tombais des fois sur des praticiens, moi, quand j'allais les voir, qui me disaient mais le foie il est là, non, en fait il était de l'autre côté. Et c'est gênant. Et c'est un peu gênant. Ouais, c'est pas la même chose. Ça fait des ordres. Je préfère encourager les gens quand même à se former et à prendre le temps. Il y a pas de course. En fait, la vie, c'est juste faire durer sur le chemin et surtout s'amuser. Et vous prenez toujours du plaisir comme ça? Ouais. Enfin, j'essaie au maximum. Je suis responsable, je pars du principe de mon état d'esprit. Si jamais il y a une situation qui ne va pas à l'extérieur, c'est à moi, effectivement, de voir comment je transforme mes émotions et surtout les accueillir et dans la résultante, la réaction, qu'est-ce que j'en fais? Et ça fait du bien de vivre comme ça. On est vachement plus serein. Est-ce que le côté médium, parce que ça, évidemment, c'est toujours un petit peu... il y a souvent un côté un peu spectaculaire dans la médiumnité, je trouve. C'est parfois bluffant. C'est parfois... ça, c'est quelque chose que là aussi, vous subissez ou pas? Ou c'est quelque chose que vous
utilisez comme vous en avez envie, au moment où vous en avez envie, et puis vous arrivez à refermer à un moment donné, vous dire stop, j'arrête. C'est toujours en ligne de fond, si je réponds. Ouais. C'est toujours en ligne de fond, mais je vais l'utiliser de manière à ce que ça soit je parlais de développement personnel, dans le développement personnel. Par exemple, je vais rarement, sauf si nécessaire, aller chercher des choses qui pourraient sembler perchées. Je vais vraiment voir avec la médiumnité, ce que j'évoquais tout à l'heure, l'inconscient de la personne, son subconscient, sa construction pour qu'elle en fasse quelque chose. Et à la différence de la voyance, pour moi en tout cas, telle que je définis la médiumnité, être médium, c'est faire un pont. Donc je fais moi le pont entre le conscient et l'inconscient, le mental, l'émotionnel, le corps et l'esprit, et j'amène une lecture, c'est-à-dire une vision complète, ou du moins à l'instant T, telle que je peux la retranscrire, de la personne et surtout de ce qui se joue dans son intériorité. Alors que les gens qui viennent me dire, j'ai vu une voyante, elle m'a dit qu'il allait arriver ça, 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 ils se sentent des fois oppressés. Et ils m'ont dit, on a peur que ça n'arrive pas. La rencontre, elle doit arriver là et elle n'arrive pas. Et c'est assez oppressant. Alors que d'aller leur apporter une lecture en profondeur en leur disant, OK, vous souhaitez tel type de rencontre, mais là, dans votre inconscient, vous avez telle posture. Donc, ce que vous souhaitez, vous ne vivrez pas la même fréquence. Donc, comment faire? Adopter tel comportement, changer telle blessure, et je donne des conseils. Donc, il y a du coaching qui se rajoute toujours à la médiumnité et bien sûr du soin si nécessaire. Souvent, on entend des médiums nous dire que leur parcours de vie, en tout cas leur médiumnité, s'est révélée suite à un parcours de vie un peu difficile, traumatique parfois. C'est votre cas? Oui, de par mon enfance, je pense qu'il y a eu ce mécanisme de survie. Quand j'étais toute petite, parce que aussi lointain que ma mémoire remonte, je me souviens de mes premiers pas, donc ça remonte, et j'avais déjà ces perceptions de médiumnité. Donc je pense que ça devient de toute petite. J'ai fait une EMI quand j'étais petite, en ma naissance. Est-ce que ça a joué ou pas? J'en sais rien, je pense. Et cette médiumnité, oui, en fait, les dons, les capacités, pour moi, sont une forme de roue de secours. C'est-à-dire que c'est comme un troisième œil, on parle de troisième œil, de vision, qui vont permettre d'anticiper des choses qui peuvent arriver pour se sécuriser. Quand j'ai commencé à avoir ces dons de médiumnité, ça a été très souffrant pour une raison. De mes, on va dire, les 5-6 ans jusqu'à mes 21 ans, je voyais tout en préscience. En préscience, c'est-à-dire, je savais ce qui allait m'arriver le lendemain, ce que les gens allaient dire. Et en fait, j'avais pas de vie, j'avais plus de surprise. J'étais dans la non-vie. Ça me rappelle le film Un jour sans fin. Oui, C'est tout le temps la même chose, où il anticipe et il vit à chaque fois les mêmes situations. C'est un petit peu un jour sans fin, effectivement. Et c'est pas forcément agréable. Parce que quand vous savez que ça va bien se passer, vous êtes plutôt content. Quand vous sentez que ça va mal se passer, vous pouvez rien faire. C'est dur. Le seul avantage, c'est que vous pouvez anticiper puisque vous savez que ça va se passer. On peut pas le changer. Je m'étais posé la question de pourquoi est-ce que des fois on voit des choses et qu'on peut pas les changer. C'est pour avoir l'humilité de les vivre. Savoir aussi accepter qu'on voit des choses et savoir aussi qu'il y a des fois, il faut encaisser le coup. Et ça fait partie de l'expérience humaine. C'est-à-dire que les gens qui vont voir des voyants, des médiums, des fois, ils n'auront pas le choix que de vivre une expérience qui peut être challengeante. Et c'est pour ça que j'ai à cœur vraiment de leur donner des outils pour qu'ils puissent surfer au maximum sur cette vague de manière la plus consciente possible et qualitative au niveau émotionnel et justement rebondir. Parce que des fois, on ne peut pas changer une expérience qu'on doit vivre. Si la personne doit vivre une séparation, un décès, des choses comme ça, ou qu'elle est en train de le vivre, on ne peut pas empêcher ça. Par contre, notre état d'esprit, notre mindset peut totalement switcher par rapport à ça. Est-ce que vous faites partie de ces médiums qui ont des fulgurances comme des prénoms, comme ouais? Oui, des prénoms, des couleurs, des noms, des adresses. Je peux, mais après, c'est pas ce qui m'intéresse. Oui, oui. Clairement, c'est pas ce qui m'intéresse. On m'a déjà appelé pour retrouver des animaux, des choses comme ça. C'est pas mon dada. Je le fais parce que c'est du bouche à oreille, mais c'est pas la prestation que je mets en avant. Parce que je préfère déjà responsabiliser, on va dire, l'être humain. Après, quand il y a besoin, je le fais. Mais c'est, ouais, on peut trouver. Ce qui est assez incroyable dans votre parcours, c'est que, en fait, c'est compatible. C'est d'un côté cette médiumnité qui reste pour certains extrêmement abstraite, et puis d'un autre côté, votre académie, qui là, pour le coup, est très cartésienne, très concrète, on pourrait s'imaginer que c'est assez antinomique, quoi. Il y a de la spiritualité quand même dedans. Ouais. Il y a du bien-être. Sur l'académie, le mentorat, j'ai repris les bases qui m'ont servi, effectivement, puisque c'est un mentorat, sous une forme de 4 modules. En fait, même le mentorat, c'est une chose, l'académie, même, je veux dire, il y a des choses qui sont en projet, j'en parlerai juste après. Mais au sein de ce mentorat, sur ce premier niveau, il y a 4 grands modules. L'intégrité. L'intégrité, pour moi, c'est le fait de se rencontrer soi, d'aller rencontrer ses pièges psychiques, son mental, ses blessures émotionnelles, se comprendre et apprendre à s'aimer. En partant de l'intégrité, c'est-à-dire si on est bien avec soi, on peut être bien avec
que l'autre. Donc le deuxième module, c'est la fraternité ou humanité. Et ce module-là, on apprend à communiquer, comprendre quels sont les enjeux entre le parent, l'enfant, le couple, qu'est-ce qui se joue, etc. Une fois qu'on est bien avec soi, qu'on est bien avec l'autre, on peut être bien avec le monde. Donc là, on parle de spiritualité. Donc c'est le module spiritualité. On apprend effectivement à être en résonance avec les énergies ou être tout simplement, quand je dis énergie, ça peut être aussi bien le fait d'accueillir les énergies de la nature, mettre les pieds sur terre, se ressourcer et en même temps percevoir, parce qu'on a de l'intuition, on a des capacités, on a de l'hyper-émotivité également, et savoir le gérer tout ça, plus le magnétisme, comprendre comment ça se joue et comment ça interagit avec des gens même qui ne sont pas dans notre sphère proche. Mmh. Et une fois qu'on est bien avec soi, donc intégrité, bien avec l'autre, fraternité, et bien avec le monde, spiritualité, on a la santé qui vient en 4e point, qui est le bien-être. Une fois qu'on a ces aspects-là où on sait être dans une forme de gestion et de positionnement, on peut nous-mêmes arquer ou mettre en place un planning, un mode de vie qui va nous correspondre. Parce que du coup, on n'aura plus de problématiques par rapport à l'extérieur. On sera vraiment dans cet aspect bienveillant avec nous-mêmes et on saura pourquoi. Et bien sûr, du coup, la santé rejoint l'intégrité et ainsi de suite. Donc, c'est 4 modules qui sont assez complets parce qu'il y a... Ça se tient. Ça reste cohérent, hein. Ouais, ça se tient bien. Même Ça se tient bien et ça paraît en même temps, c'est logique. C'est logique. C'est très pragmatique. J'ai une approche extrêmement pragmatique et en même temps très ouverte. Comment elle se fait cette approche? Elle se fait, c'est quoi? C'est des échanges, il y a des côtés pratiques, des choses à mettre, des devoirs à la maison, comme on dit, il y a des choses comme ça? Il y a des outils, oui. Ouais. Il y a de la théorie. Il y a à peu près, au total, sur tout le module, plus de 1200 pages de PDF. Il y a des audios, il y a de la vidéo. Il y a à peu près 800 heures de pratique. Un peu plus suivant ce qu'on veut pratiquer. Mais c'est à la fois pour que les gens puissent se rencontrer, c'est leur cahier personnel pour eux, un peu de mise au point. Je dirais un journal intime de développement et de rencontre et de re-rencontre à soi. Et des fois, je leur dis, faites vos petits exercices pour vous, parce qu'on joue avec les couleurs, on joue avec les éléments. C'est une approche assez chamanique aussi. Du côté de ma mère, j'ai hérité de mes ancêtres, mes femmes médecins kabyles, qui du coup qui étaient chamanes. Et dans cette approche-là, il y a vraiment cette notion de prendre le temps des éléments. Par exemple, je vais vous prendre quelque chose de simple. Le courage, on va dire, c'est le feu. La peur, c'est de l'eau. Donc, si vous avez beaucoup d'eau au total dans votre tableau, il faut faire preuve de plus de feu. Donc, on va aller chercher l'élément. Pour que les gens puissent avoir des petits outils au début de compréhension et comment agir par eux-mêmes. Quelle émotion choisir. Donc, c'est très fin au début et après, petit à petit, on amène plus de pratique. Il y a aussi des devinettes, il y a de l'humour, il y a des petits challenges personnels. Mais vraiment, toujours dans le fait d'apprendre à vivre ou à revivre autrement. On dit souvent qu'un bon accompagnant de vie, un coach ou un thérapeute, commence déjà par soi-même. Quel travail vous avez fait sur vous? Je continue. Que vous continuez à faire, j'imagine bien. Je continue. Je continue de me former déjà au niveau des certifications, que ce soit des différents coachings que je mets en place. Je continue les phases d'introspection. Je me fais aussi suivre par des praticiens, des thérapeutes, des coachs pour justement mieux me connaître, forcément, quand il y a besoin, quand j'ai besoin d'une mise au point et d'avancer. Mais l'introspection fait beaucoup dans ce cheminement. Et il m'arrive aussi d'avoir des gens qui viennent et leur dire, écoutez, par rapport à votre problématique, je me sens pas être la personne la plus adéquate. Donc, je préfère vous renvoyer soit un confrère, parce que je sens que ça résonne et que c'est dans votre demande, ou sinon vous inviter effectivement à aller plus rechercher telle approche ou telle pratique. Par exemple, tout ce qui est problématique psychiatrique, ça, c'est pas mon domaine, je préfère je serai pas la plus pertinente dessus. Même si je vais percevoir des choses, c'est pas là où je vais exceller et risque de faire perdre du temps aux gens et c'est pas le but. J'aime beaucoup demander, ça en général à des gens, mais les invités qu'on a sur le plateau, de nous raconter une histoire. Est-ce que vous avez en mémoire un accompagnement que vous avez pu faire à quelqu'un avec une transformation vraiment? Quelqu'un que vous découvrez au départ, qui vous contacte, qui vous dit voilà, moi il y a ça dans ma vie où je me sens pas ceci, où je me sens pas cela. Et puis au fur et à mesure soit du mentorat, de votre accompagnement ou du côté thérapeute holistique, fait que, waouh, à un moment donné, c'est la transformation et c'est une évolution qui est chouette à voir. J'en ai plein, en fait. Plein de personnes qui ont changé des problématiques dans leur vie, qui leur posaient réellement problème. Je pense à Robin, par exemple, qui avait des problématiques de lâcher prise, qui avait beaucoup d'émotions, de colère, et qui aujourd'hui, en fait, arrive à s'ouvrir, arrive à gérer ses émotions et à construire sa vie telle qu'il le souhaite, que ce soit dans l'affect, que ce soit dans le travail. Je pense aussi à Valérie, qui fait beaucoup de progrès, qui avait très peur de la médiumnité, de toutes ces approches, et qui aujourd'hui, en fait, se rencontre, ose prendre de la place, de l'audace dans sa vie et parce qu'elle est médium.
Non, non, mais maintenant, en s'ouvrant aussi à ses peurs, en allant Ah, justement toucher ses peurs au-delà de la médiumnité, parce qu'elle était intéressée par mon suivi, mais comme j'étais médium, c'est la peur de ça derrière. Qu'est-ce qui va être vu, qu'est-ce qui va être dit. eh oui. Donc, elle a réussi en fait à les transformer aussi. Elle suit le mentorat encore aujourd'hui, et elle arrive à transformer son quotidien. Et les personnes qui la connaissent depuis longtemps disent ah oui, il y a un changement flagrant. Il y a aussi Jean-François qui est une personne qui avait tendance à beaucoup procrastiner, à pas oser vivre, à être lui-même. Et aujourd'hui, en fait, il ose, il se sent comme libéré et il continue d'être dans cette notion d'ouverture pour lui-même. Et chaque personne, en fait, dans les métamorphoses, pour eux, c'est des immenses métamorphoses. Mmh. Pour l'extérieur, ça peut sembler, ouais, bon, c'est facile, mais ces personnes-là, elles ont vécu une transformation qui leur a été difficile. Elles ont un certain âge, elles évoluent et euh, je leur dis bravo. Il y a aussi Arnaud que j'accompagnais qui maintenant déploie son entreprise, il avance, enfin il rayonne. Et pour moi, chaque être humain a un rôle à jouer. Mmh. Et il n'y a pas de mieux ou de moins bien dans la hiérarchie, on va dire, de résultats. Mais c'est des gens qui ont vu des belles transformations. Après, la plus radicale, c'est un monsieur, je n'ai pas son prénom. C'est la période où j'ai commencé à me lancer. Euh, il m'a appelé, en fait, c'est pas tant lui, c'est une personne qui lui a donné son portable pour l'appeler, il était SDF. Et elle m'a dit, écoute Sarah, il y a un monsieur, j'échange avec lui depuis 1 heure, je te connais, et il est bloqué dans sa vie, il n'ose plus rien entreprendre, il est mal. Est-ce que tu peux lui faire une séance? Et je dis, Une séance de? une séance. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de D'accord. nomenclature. Ok. Je dis, ben oui, on peut voir, mais qu'est-ce qu'il a comme problème? Elle me dit, en fait, il n'ose plus rien faire. Donc, je l'ai eu au téléphone, il me dit, écoutez, je suis bloquée, je n'arrive plus à avoir envie de vivre. Je me sens mort. Et ça fait plusieurs années que je suis à la rue, je me sens mort. Et je dis, écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Vous êtes dans mes premiers patients en lancement d'entreprise. Je vais voir, je vais vous recharger en confiance, justement, en estime, et on verra. Donc, il lui a rendu son téléphone, donc j'ai pas eu de nouvelles pendant 2-3 ans. Au bout de 3 ans, elle m'a rappelé en me disant, écoute, maintenant il a réussi, il a monté son entreprise, Qu'est-ce que il est vous avez chef. fait? J'ai fait des pratiques justement de soins à distance, où je suis allée voir en médiumnité les problématiques Ok. et je suis allée les résoudre. Alors, quand je dis à distance, c'est un peu comme les magnétiseurs à l'époque, sur photo, on travaille, ou avec le prénom. Le prénom me suffit juste de la personne, bien sûr avec autorisation, pour aller travailler sur ces problématiques. Et cette personne, en fait, avait gardé le contact de cette dame, elle lui avait donné son numéro sous papier, il lui a donné un chèque en blanc pour me remercier. Elle a dit, tu mets le montant que tu veux. Et j'avais pris moi le tarif à l'époque de ce que je faisais, qui était 60 €. Je dis, mais juste un montant, et puis voilà. Mais il était très reconnaissant. Et lui, c'est vraiment une métamorphose stupéfiante. Ouais, ça lui a presque sauvé la vie. Ça lui a sauvé la Ça vie. lui a sauvé la vie. Et dans le physique, après, quand j'étais en médecine, il y avait une jeune fille qui avait un problème de subluxation au niveau de la rotule, enfin du ménisque, plutôt. Et elle avait des problèmes, donc pour s'accroupir, elle pouvait pas courir, elle avait tendance à avoir l'articulation de tout qui bougeait. Et je lui ai fait effectivement 2 séances, et au bout de 2 séances, en fait, elle a pu se mettre accroupie. Maintenant, elle peut skier, elle peut courir, elle peut faire ce qu'elle veut. Et c'est elle qui m'a, on va dire, confortée dans le fait de me lancer, en me disant: «OK, là, je suis prête». C'est à partir de là que je me suis lancée à mes 21 ans, en 2014. Parce que vous avez eu ce questionnement de la légitimité. Je sais pas si c'est légitimité ou se sentir prêt, dans le sens que je trouvais qu'il y avait des ressources qui me manquaient. Des fois, on peut se sentir légitime. Par exemple, quelqu'un qui a l'oreille absolue peut se sentir légitime d'être musicien, mais il manque de pratique. Mmh. Et pour moi, c'était plus une notion de perfectionnement. Je me sentais légitime, mais il fallait que j'aille encore plus loin, et le timing était important aussi. J'attendais le bon moment, on va dire. Ce qui est pas pareil avec le fait effectivement, de ne pas se sentir légitime, ou de se dire: «Ah, je n'ose pas», ou C'est «Je ça. veux pas sortir de cette zone de confort», et cetera, et cetera. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Parce que vous avez une vie, épanouie. J'ai l'impression, en tout cas, de ce que vous. Elle est épanouie, ma vie. Ce qui me manque, j'ai envie de dire, d'avoir encore plus de personnes avec qui échanger. Pas dans le sens forcément avoir des séances, mais plutôt dans le sens: venez, on va ouvrir ensemble. Venez, on va voir ce que vous voulez faire. Là, je compte partir à partir de 2025, de faire un tour du monde pendant 1 an et demi, 2 ans, pour aller rencontrer les gens. Justement, j'ai une association, je suis présidente d'une asso qui s'appelle Notre Terre. Et le projet de cette asso, il y en a plusieurs, mais notamment un qui est de faire un reportage sur l'humain et de faire des ponts entre les êtres humains. Et j'ai envie de dire aux personnes, si vous avez envie de vous amuser, de faire du fun, de faire des rencontres humaines, en fait, venez. Et d'avoir des gens qui ont envie d'œuvrer dans des beaux projets comme ça, avec grand plaisir. Sachant que c'est
les gens qui seraient eux-mêmes les acteurs du projet. Après, dans le domaine professionnel, je compte faire davantage de conférences, d'émissions, de partage, de transmission, parce que ça me tient à cœur, et même, j'ai envie de dire, de débats ou d'échanges avec d'autres professionnels. Certains pourraient considérer ou s'imaginer que le fait que vous soyez nomade, comme vous le dites, et vous venez de confirmer que vous vouliez faire un tour du monde, pourrait penser que c'est une sorte de fuite en avant, que vous n'avez pas envie de vous poser, que vous n'avez pas envie de... Parce que certains disent que le fait de se poser ou de s'ancrer quelque part, c'est une petite mort. Et est-ce que vous avez ce sentiment-là? Est-ce que c'est pas une fuite en avant que de vouloir tout le temps être ailleurs et de ne pas être voilà, avoir des boulets aux pieds en se disant bah voilà, j'habite là, je vis là et je suis de là? Alors, j'ai envie de répondre oui et non, parce que c'est pas vraiment que je l'ai choisi. C'est Ok. vraiment la vie qui m'a porté à, par exemple, j'étais en location, la personne devait le reprendre pour sa fille. Ah ok, d'accord. Donc je suis partie, une personne qui est décédée, bon malheureusement, donc voilà, enfin il y avait des Il y a changements toujours des événements qui font que. qui font que. Et en moyenne, ce que j'ai remarqué, après il y a des pratiques, je vais parler rapidement de l'astrologie chinoise du Bazhe, qui peut expliquer pour les gens qui sont intéressés, voilà. Mais en gros, j'ai remarqué que quand j'étais sur un lieu, j'avais des choses à apprendre, des rencontres à faire. Et à un moment donné, c'est comme si l'expérience était faite et que je devais encore moi-même évoluer. Et ça a été vrai pendant ces 10 dernières années. Et aujourd'hui, je sens que l'ancrage, il est là, mais j'ai besoin juste pendant un an et demi de faire cette chose au niveau de l'association pour permettre aux gens après d'être autonomes. C'est-à-dire leur montrer en fait qu'on n'est pas tous si méchants que ça les uns les autres, qu'on est tous pareils. Et montrer qu'on a plus de choses qui nous rassemblent que de différences, pour moi, c'est un pivot. C'est-à-dire que si l'humain portait plus de regard sur ce qui nous lie que ce qui nous sépare, on irait tous bien mieux. Ce qui nous lie, c'est la terre, c'est l'oxygène, c'est le soleil. Partant de là, on peut faire quelque chose. Il y a des choses qui nous raccordent. Et amener ce regard-là, je pense que c'est important, surtout dans les temps actuels où il y a beaucoup de conflits, où il y a beaucoup de guerres. Parler négatif tout le temps, c'est très lourd. On le voit beaucoup au niveau de la pensée. On voit que les gens, quand ils regardent la télé, ils sont bien plus dépressifs. On a une période de suicide qui est énorme également. Cette année, on en a eu beaucoup. Je crois que c'est plus de 600 000 en la moitié de l'année 2024. C'est énorme. C'est énorme. Et il y a un besoin, pour moi, que l'être humain aussi croit en autre chose, dans le sens que la réalité, elle est telle qu'elle. Mais si on continue de ne voir que ça, c'est un peu comme les grands inventeurs. On peut pas inventer autre chose. On peut pas se dire, OK, et si j'essaie de créer quelque chose d'autre? Et d'encourager cette notion de créativité, qui rejoint pour moi l'aspect aussi de la spiritualité, de la philosophie, ça va être aussi encourager des gens à incarner réellement qui ils sont. Donc d'où le mentorat Human Realization, d'où le fait d'accompagner les gens dans leur être. Donc le fait, est-ce que nomade, ça peut être un frein? Pour moi, c'est pas un frein. Je peux me poser, il n'y a pas de souci. Et dans le Bazhe, ce que je voulais dire, c'était juste, on parle des éléments qui nous définissent. Moi, je suis un élément dit métal, et si je reste, il me disait, le monsieur qui me l'a fait en termes de thème, ça peut un peu appauvrir la terre, parce que le métal pompe la terre, donc c'est pour ça que je bougeais. Je suis bon, bah, écoute, peut-être pas, mais en tout cas, je sens cet élan de rencontrer l'humain et de faire du lien. Vous avez besoin de ça. Voilà, en tout cas, ça m'anime. Sur l'instant, en tout cas, enfin, voilà, sur les prochaines années, c'est ce que vous avez envie de mettre en place. Votre parcours est intéressant, il est même impressionnant. Votre maturité est intéressante aussi. Moi, je suis assez subjugué par ça. Et vous avez, d'abord, vous avez cette dextérité verbale qui est du flow, comme on dit. Donc, ça vous va bien. On vous souhaite évidemment, à travers de cette émission, d'avoir une autre, peut-être d'autres personnes qui ne connaissaient pas ce que vous pouviez proposer, ne serait-ce qu'au travers de ce que vous avez dit là, et puis des émissions que vous préconisez sur l'ensemble de vos chaînes et de vos réseaux. Le mentorat, on en a parlé, l'académie, on va mettre évidemment autour de la vidéo l'intégralité des liens pour rentrer en contact avec vous. Si vous faites le tour du monde, ça va être difficile de vous joindre. Non, je sais pas, non. Non, je vais revenir en France. Je vais partir, par exemple, 3 semaines à l'étranger, revenir. Revenir. Je reste toujours en lien. Les allers-retours. Exactement. Bon. Mais je vais quand même aller rencontrer l'humain. Nous sommes en paix avec nous-mêmes. Nous pouvons tisser des liens sains avec autrui. Ça, c'est le côté fraternité. Être en paix, c'est le côté intégrité. Nous pouvons mieux écouter le monde qui nous entoure et la nature. C'est la spiritualité dont on parlait effectivement tout à l'heure. Et nous pouvons revenir à notre corps en considérant nos besoins au sein du monde. Ça, c'est le côté santé. Exactement. Donc, l'être-té que nous sommes englobe tout cela, l'intégrité, la fraternité, la spiritualité et la santé. Alors, puis certains vont dire c'est une belle vision utopiste du monde.
Peut-être, Peut-être. peut-être. En tout Mais cas, c'est la vôtre. elle fonctionne, pour Ouais. moi en tout cas. Ouais. Et les personnes qui l'ont testée ont approuvé. Après, comme je dis, tout évolue. La vie est croissance, épanouissement, changement. Et je dirais qu'un de mes atouts, c'est que j'ai conscience de la grandeur de mon ignorance. Donc, je sais aussi tout ce qui me reste à aller parcourir pour enrichir ce mentorat. Juste une dernière question pour terminer. De votre première partie de vie, aussi douloureuse soit-elle, est-ce que vous avez pardonné? Oui. Ça a mis du temps, mais j'ai fini par pardonner. Ouais. Oui. Je pense que, de toute façon, ça sert à quoi? Ça sert à rien de garder des émotions ou du ressentiment ou quoi que ce soit. Et ce qui importe, c'est qu'on vit dans l'instant. Enfin, quand je dis ça, c'est que je vois la vie tellement fragile, tellement fugace, que ça ne sert à rien de se perdre sur un événement passé. Oui, il a été marquant, oui, on ne le changera pas, mais l'émotionnel qui en retourne nous appartient. Et on peut choisir. On peut choisir de le vivre autrement. Vous vous en êtes libéré en tout cas. Ouais, aujourd'hui, oui. Merci Sarah. Merci Merci à vous. beaucoup. Vous commentez avec bienveillance comme toujours et vous partagez. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.